R-E-S-P-E-C-T. Find out what it means to me. Si vous avez chanté en même temps, félicitations. Vous connaissez au moins une chanson de la légendaire Aretha Franklin. Mais peu de gens en savent long sur sa vie, laquelle était pleine de mystères. Le biopic Respect a levé le voile autour des secrets de la reine de la soul. Jennifer Hudson en a magnifiquement interprété le personnage principal et guidé les spectateurs à travers la vie de la star regrettée. Pourtant, il y a quelques moments dans le film qui ne correspondent pas à la réalité. Née à Memphis, dans le Tennessee, elle était la 4e de 5 enfants au sein d'une famille très talentueuse. Son père était pasteur baptiste et sa mère était chanteuse de gospel. Quand Aretha était petite, sa mère est malheureusement décédée et le travail de son père a conduit la famille à Détroit, dans le Michigan, où Aretha était destinée à une brillante carrière. À 12 ans, Aretha a eu son premier fils et le second est né 2 ans plus tard. Contrairement au film, où cela se produit plus tôt, les 2 fils portèrent le nom de famille d'Aretha Franklin, car l'identité de leur père demeurait inconnue. Aretha Franklin était une véritable prodige de la musique. Elle a appris à jouer du piano toute seule, et à l'âge de 14 ans, elle se produisait déjà devant la congrégation de son père et enregistrait certaines de ses premières chansons, débutant ainsi son extraordinaire parcours musical. Ces enregistrements ont été diffusés par un petit label sous forme d'album en 1956. À l'âge de 18 ans, Aretha a reçu l'aval de son père pour se tourner vers la musique profane et déménager à New York, afin d'y poursuivre une carrière musicale. Et c'est un autre exemple où le film s'écarte légèrement de la réalité. Bien que son contrat avec Columbia Records en 1960 ait marqué un tournant dans sa carrière, ce n'était pas le premier enregistrement professionnel de la star en devenir. Son premier single était une magnifique interprétation de Never Grow Old. Elle y reviendrait plusieurs fois dans sa carrière, et il a été choisi comme morceau de clôture pour l'album Amazing Grace. L'une des scènes les plus mémorables du film est celle où Dinah Washington, interprétée par Mary J. Blige, renverse une table après qu'Aretha Franklin ait chanté l'une des célèbres chansons de Washington, Unforgettable, dans un club. Les 2 divas n'étaient pas exactement les meilleures amies du monde, mais Aretha n'a pas fait l'objet de la colère de Dinah dans la vraie vie. C'est une autre star montante, Etta James, qui avait eu le courage de chanter l'une des chansons de Dinah devant elle. À l'époque, Miss D était un véritable membre de la famille, assistant aux fêtes du père d'Aretha à Détroit. Mais lors d'un des premiers spectacles d'Aretha, Washington s'est rendu en coulisses pour critiquer le désordre de la loge de Franklin. Aretha n'a guère apprécié, c'est le moins qu'on puisse dire, et a fini par considérer Dinah comme une diva capricieuse. Le film est fidèle à la réalité lorsqu'il s'agit de la rencontre d'Aretha avec son futur mari, Ted White, lors d'une des fêtes de son père. Mais en vérité, cela s'est produit lorsque Franklin était encore adolescente, et non à la veille de son contrat avec Columbia Records en 1960. Leur relation a débuté 1 an plus tard, la même année où Aretha a sorti son premier album. Ils se sont mariés après plusieurs mois, et Ted est devenu son manager. Le film montre le producteur Jerry Wexler présentant pour la première fois Aretha comme la reine de la soul lors de l'un de ses concerts. Dans la réalité, Aretha devait ce titre à 2 DJ de Chicago. L'un d'entre eux lui a fait la surprise de la couronner reine de la soul lors d'un concert. Ils l'ont même affublée d'une couronne ornée de joyaux digne d'une vraie reine. Aretha adorait son nouveau titre et il a rapidement fait sensation. Plus tard dans le film, Franklin refuse d'interpréter la chanson qui deviendrait un véritable succès en raison de ses propres croyances baptistes. Let It Be lui avait été envoyé par les Beatles eux-mêmes, lui proposant de l'enregistrer en premier. Il aura fallu plus d'1 an en réalité pour convaincre Franklin d'enregistrer celle-ci. Elle a revu son avis sur la chanson quand elle a découvert que Mother Mary n'était autre que la mère décédée de Paul McCartney. Cependant, Aretha a opté pour une autre reprise des Beatles à sortir en single, de sorte que le groupe britannique l'a fait avant elle, et l'histoire retiendrait définitivement celle-ci comme étant la leur. Le point culminant du biopic est le poignant discours d'encouragement que le père d'Aretha lui donne avant l'enregistrement du concert Amazing Grace. Franklin avait complètement oublié d'inviter son père jusqu'à la toute dernière minute, mais il avait quand même quelques paroles aimables pour elle au 2e jour du concert. Certains faits de la vie de la star n'ont pas été dépeints de manière précise dans le biopic, mais ils méritent d'être connus. En 2006, le Super Bowl s'est déroulé à Détroit. La NFL avait décidé d'innover en optant pour les Rolling Stones plutôt que pour une chanteuse locale durant le spectacle de la mi-temps. Beaucoup de gens ont désapprouvé cette décision, et la reine de la soul en faisait partie.
Pour faire amende honorable, la NFL a donc invité Aretha à se joindre à Aaron Neville pour chanter l'hymne national. Une première pour elle, au Super Bowl. Elle se souviendrait de cela comme d'un honneur tout particulier. Elle avait été invitée à se produire lors de ce célèbre match auparavant, mais avait dû refuser de le faire en raison de sa peur de l'avion. La chanteuse l'avait développé dans les années 80, après avoir traversé de graves turbulences dans un petit avion bimoteur d'Atlanta à Détroit. Depuis lors, elle préférait se rendre à ses concerts et à d'autres événements par voie terrestre. Aretha Franklin a même suivi un cours spécial destiné à vaincre sa peur, mais ne l'a jamais achevé, de sorte qu'elle ne s'est jamais départie de son aviophobie. Au cours de sa vie, la reine de la soul a remporté 18 Grammy Awards sur 44 nominations. Elle est devenue la première femme à figurer au Rock and Roll Hall of Fame. Elle a prêté sa voix majestueuse à des événements légendaires comme le service commémoratif de Martin Luther King et l'inauguration de Barack Obama en 2009, et son implication dans le mouvement des droits civils lui a valu la médaille présidentielle de la liberté en 2005. La NASA a même baptisé un astéroïde en son honneur en 2014. Et cette chanson demeure populaire même après sa mort. Mais ce ne sont pas les seules raisons pour lesquelles Aretha est encore mentionnée dans les médias. Lorsqu'elle est décédée en 2018, il n'y avait pas de testament officiel à proprement parler. Tout le monde pensait donc qu'elle n'en avait pas préparé, et on ne savait pas qui hériterait d'environ 6 millions de dollars en immobilier, en espèces, en disques d'or et autres fourrures, ou qui récupérerait les droits d'auteur de sa musique. 9 mois plus tard, Sabrina Owens, la nièce d'Aretha qui gérait ses affaires à l'époque, a retrouvé 2 piles de papier griffonnées à la main. L'une, datée de juin 2010, se trouvait dans le tiroir verrouillé d'un bureau à côté de ses contrats d'enregistrement et d'autres documents. Une autre version, datée de mars 2014, était consignée dans un cahier à spirale avec des croquis de Franklin, cachés sous les coussins du canapé. Les différents États ont différentes lois concernant les testaments manuscrits. En Californie et dans le Michigan, un testament dactylographié est valide s'il comporte les signatures de 2 témoins. En Floride, un testament manuscrit doit être fait en présence d'un seul témoin. Ainsi, si la chanteuse était décédée là-bas, toute sa richesse aurait été distribuée entre ses enfants à parts égales. 6 jurés de la ville de Pontiac avaient donc la lourde tâche de décider quel testament était légitime. Au cœur du conflit se trouvaient ces 4 enfants, qui se disputaient sur ceux dont ils allaient hériter. Le testament le plus récent stipulait que 3 fils se partageraient les droits musicaux et les liquidités, tandis que le plus jeune, Kekalf et ses enfants, recevraient la maison d'une valeur d'1 200 000 $. Mais le testament le plus ancien était une toute autre histoire. Il exigeait que Kekalf et un autre fils, Edward, obtiennent d'abord leur diplôme pour mériter leur part. Les 2 fils étaient très d'accord que le document le plus récent rendait caduque la version précédente. Mais leur demi-frère, Ted White Jr., ne l'entendait pas de cette oreille. Kekalf avait un argument à leur appui. Leur mère avait toujours réglé ses affaires sur le canapé. Ted, qui préférait l'option où il obtenait la plus grosse part, soutenait que sa mère aurait laissé un testament plus conventionnel. Il serait vraisemblablement conservé sous clé plutôt que sous de simples coussins. Après 2 jours de procès, un jury du Michigan a décidé que le document de 2014 trouvé sous le canapé était valable. En dépit de cette longue et éprouvante bataille juridique, Kekalf Franklin a déclaré aux journalistes qu'il était heureux que cette querelle de près de 5 ans ait finalement pris fin. Il a également mentionné qu'il aimait malgré tout son frère Ted de tout son cœur.